En termes de migration, pour moi, c'est un choix. Si quelqu'un choisit de partir, c'est son choix. Si quelqu'un choisit de rester, pareil, c'est son choix. Si quelqu'un a envie de voyager, il n'a qu'à bien se préparer pour avoir un schéma extrêmement précis, pour ne pas avoir des surprises. Puisque la plupart de ceux qui arrivent à destination éprouvent d'énormes difficultés à s'insérer et leurs droits sont souvent bafoués dans les pays d'accueil. La question migratoire suscite toujours des débats, surtout la migration clandestine. En Afrique, des millions de jeunes risquent tout, y compris leur vie, à la recherche d'une meilleure condition de vie ailleurs, le plus souvent en Europe et en Amérique. Plusieurs facteurs expliquent ce flux migratoire observé chaque année. Le jeune qui a envie de quitter l'Afrique, on lui a vendu une Afrique qui n'est pas prometteuse. Les programmes scolaires que nous avons aujourd'hui ne permettent pas à nos jeunes d'aimer leur continent. C'est qu'ils estiment que dans leur pays, il n'y a rien, leur avenir est sombre, il n'y a pas de perspective. Certains jeunes estiment que étudier à l'étranger est mieux parce que quand on termine, on peut trouver un travail. Parce que l'histoire nous a démontré que, après avoir fait ses études en tant que jeune ici en Afrique, on ne trouve pas de perspective. Mais finalement, tu te dis, je ne reste pas sur ce système. Même si ça me coûte ma vie, je vais partir. Le jeune, lorsqu'il doute de son pays, lorsqu'il doute de la fiabilité de ce que son pays lui propose, lorsqu'il doute de la réalité de son terrain, il peut en un moment se dire « je pars ». Cependant, plusieurs sont ceux qui réalisent leurs rêves en restant dans leur pays d'origine. C'est dire que l'Afrique regorge de potentialités, elle dispose elle aussi des opportunités pouvant permettre à ces populations de s'épanouir. Il serait donc nécessaire, selon l'entrepreneur et écrivain Ibrahima Théolam, de faire connaître aux jeunes ces opportunités et surtout de créer un cadre propice favorisant l'auto-emploi. Dans certains pays africains, les gouvernements demandent aux jeunes d'entreprendre. Les gouvernements demandent aux jeunes de se former. Les gouvernements exigent aux jeunes d'avoir un comportement irréprochable. C'est vrai, il est important d'avoir tous ces critères pour que les jeunes soient acteurs de notre écosystème, de notre développement, mais il est important également que l'État puisse construire cet écosystème, ce cadre, en facilitant, en mettant en place, en développant. Nous devons leur donner l'envie de réussir ici. Et si c'est le cas, il faut qu'on leur présente des méthodes nationales, des champions éprouvés qui se sont construits ici. Et cela permet d'avoir au moins des éléments précis sur lesquels on peut dire aux jeunes, restez maintenant. J'ai invité les jeunes à y voir clair en développant leur sens de l'analyse, leur esprit d'écoute et leur faculté à comprendre comment on peut identifier et se mettre à l'action pour réussir sa propre vie. Le financement est souvent évoqué comme un frein, un obstacle à la réussite des initiatives de développement et d'entrepreneuriat. La résolution de cette question dépendra de la volonté politique. Il y en a marre d'attendre que les bailleurs nous financent pour qu'on puisse vivre. Il y en a marre d'attendre que les pays développés nous donnent de l'argent pour qu'on mange. Il y en a marre d'attendre les fonds qui viennent d'ailleurs. Nous donc, à quoi nous servent nos intellectuels? À quoi nous servent notre élite? Mais ces personnes-là doivent réfléchir à nous trouver les meilleures possibilités à ce qu'on trouve des recettes pour financer notre économie. Il faut que notre économie soit financée par nous-mêmes. C'est ma conviction. La migration, qu'elle soit clandestine ou légale, constitue une perte, une fuite de cerveau pour les pays d'origine. Il revient au gouvernement africain de donner priorité aux jeunes en créant des opportunités de travail afin de pouvoir faire face efficacement aux défis de la migration. Il importe aussi de promouvoir les valeurs, la culture et l'identité africaine auprès des jeunes et des générations futures. Les syndicalistes La Voix des Sans-Voix ont pour principale mission la défense des intérêts individuels et collectifs des membres. Au Togo, le paysage syndical a évolué passant du monotisme syndical au pluralisme marqué par l'existence de plusieurs centrales ou confédérations syndicales. Aujourd'hui,
On dénombre 7 centrales ou confédérations syndicales au Togo. Cet pluralisme syndical a fait de notre pays un État démocratique. Ces syndicats plaident pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs affiliés. Le premier rôle, c'est la fonction revendicative qui aujourd'hui a évolué pour prendre une forme de proposition. La fonction éducative, c'est-à-dire que vous devez former les membres. Quand les syndicalistes, les syndiqués ne sont pas formés, ils constituent un autre danger pour le syndicaliste lui-même. La fonction représentative, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en grand nombre? Parce que c'est l'union qui fait la force. La fonction normative, c'est-à-dire les normes et les lois. Quand les conventions sont signées, comment on les intègre dans nos tests, dans les tests nationaux? La fonction sociale. On ne revendique pas pour revendiquer. Il y a des procédures à suivre. Au Togo, le mécanisme de fonctionnement d'un syndicat est régi par les tests conformément à la Convention 87 de l'OIT. Est-ce qu'on peut s'organiser un mouvement syndical au Togo? Oui, parce que notre constitution l'admet, le Code du travail l'admet, la Convention 87 de l'OIT l'admet. C'est cette convention-là qui nous donne même la liberté de nous organiser et d'agir. Les actions que vous pouvez poser sur le terrain sont également régies par les tests. Ce qui a permis d'éviter les crises à répétition. Cependant, des défis sont à relever pour aller au-delà des acquis. D'où la nécessité de privilégier le dialogue et la concertation. Il est toujours encouragé aux organisations syndicales d'adopter le principe du dialogue social. Et lorsqu'on parle de dialogue social, ça peut être bipartite ou tripartite. Donc au Togo, le dialogue social fonctionne correctement. Le défi, c'est d'améliorer au quotidien ce qui se fait. Par exemple, les problèmes des enseignants qui sont sur le tapis actuellement, c'est un peu un manque d'amélioration du cadre du travail. Pour la résolution de tout conflit, le gouvernement togolais a toujours privilégié le dialogue et la concertation pour trouver les terrains d'attente. Aujourd'hui, je vois que l'Internet nous a beaucoup favorisé, notamment dans nos cours en ligne. Je vois que maintenant, on peut faire les cours à distance. Ça sert à faire beaucoup de choses. Même si tu n'as pas été à l'école, même, bon, voir avec le WhatsApp, tout le monde peut faire WhatsApp actuellement. Et puis avec ça, tu peux avoir quelqu'un à l'étranger. Au lieu de mettre 10 000 francs pour l'appeler, déjà même la connexion de 200 francs, tu peux communiquer même plus de 2 heures du temps même. C'est l'importance de l'Internet pour ces citoyens. Avec les smartphones et les ordinateurs, ils font au quotidien leurs recherches. Pour ces jeunes, vivre sans se connecter est une chose difficile à gérer. Cependant, pour faciliter les recherches, ils ont besoin d'une connexion à haut débit. Et sur ce volet, les avis diffèrent en termes de fluidité de la connexion. La connexion est un peu lente selon, pour rechercher des choses dans les réseaux sociaux. La connexion n'est pas du tout favorable. C'est trop lent. Les Wi-Fi qui sont actuellement, ça répond beaucoup à nos attentes. Parce qu'avec le Wi-Fi, tu peux te charger, tu peux faire des recherches, bon, tu peux rentrer dans n'importe où tu veux, quoi. Ça nous a des avantages. Pour les responsables des Wi-Fi zones, l'essentiel est de répondre aux attentes des clients. Pour satisfaire la clientèle, ils ont réduit au maximum les prix par rapport aux années précédentes. Ce qui reste à parfaire et à améliorer est la connexion. On nous a changé la fibre, on attendait à une connexion très puissante, mais nous avions remarqué qu'une fois que nous avions moins 10 personnes en ligne, la connexion flotte déjà. Nous ne comptons pas sur haut débit de la fibre. Ça devait nous apporter un plus parce que maintenant les gens font beaucoup le Wi-Fi par rapport au méga. Mais quand la connexion flotte, les gens nous accusent que non, notre connexion n'est pas... Or, nous avions augmenté le débit jusqu'à 100 mégabits, mais on ne voit pas les fruits de cette tendance. Au moins, ce que les clients veulent faire, ça les aide, mais ce n'est pas encore trop ça, parce que des fois, ils ne bénéficient pas bien de la haute qualité de la connexion. Mais quand même, si tu veux faire des recherches, voir des trucs, les réseaux sociaux, ça passe. Mais c'est quand tu veux faire des téléchargements avec de gros capacités, là, ça ne passe pas. Par exemple, pour un truc de 1 giga,
Quelqu'un peut passer au moins 3 heures du temps, 4 heures du temps ici. Les clients, ça les dérange. Selon la situation actuelle et tout, on a dû ramener l'heure à 100 francs. On peut faire toute une journée, par exemple 24 heures, un code de 24 heures, c'est à 200 francs en vente. C'est à juste titre qu'il présente des doléances aux acteurs du domaine pour l'amélioration des services Internet au Togo. Nous souhaitons que ça soit comme avant. Nous pouvons avoir beaucoup de clients. Les gens peuvent quitter loin à cause du débit que vous utilisez 100 mégabits. Voilà qu'on ait un bon... Il faut que Togo Télécom même s'approche de ses clients que nous sommes. Soit même si on va pour faire les paiements là-bas, ils n'ont qu'à au moins déposer les fiches pour voir exactement quelles sont nos vraies attentes envers eux. Ils doivent améliorer la connexion pour que, au moins si tu arrives à capter un client dans le secteur qui ne cherche pas à aller ailleurs, ils doivent souvent envoyer les techniciens par zone et vérifier la ligne des gens. La prise en compte de leurs préoccupations permettra de combler les attentes de leurs clients. Je ne révise pas trop ma moto, faute de temps également et les occupations. Parce que vous n'aurez pas le temps d'aller chez le mécanicien pour aller réviser. Mais normalement, nous devons le faire. C'est la réponse de ce propriétaire de moto sur la question de révision de son engin et certainement le cas de nombreux conducteurs. Même conscient de l'importance de cette opération, la négligence s'installe. Pourtant, aucune excuse n'est permise quand il s'agit de la révision de son véhicule. Selon les spécialistes, c'est une opération d'entretien indispensable pour le bon fonctionnement des engins. Lorsqu'on parle de la révision, c'est l'entretien pour que le véhicule dure. Réviser ou bien entretenir un moteur ou bien un véhicule, c'est très important. C'est pour tout d'abord ma sécurité et la sécurité des autres usagers. Même si c'est un vélo, il doit être entretenu. Une motocyclette doit être entretenue. Un véhicule automobile doit aussi être entretenu. De la vidange à la vérification des freins et d'autres pièces en passant par le diagnostic électronique, plusieurs actions rentrent en fonction quand on parle de la révision. Certains conducteurs l'effectuent bien. Moi maintenant, je fais vidange 2 semaines ou bien 3 semaines. Ma moto maintenant, il fait 3 ans. Et en plus là, je lave rapidement ma moto et je nettoie avec les chiffons. Donc le cuolo entretien de vidange, il a monté à durer. On n'est pas l'intia, il a monté fonctionnaire. On n'est pas nous comme le choc sans arrêt. À job bon et donc à edo à Bédé, edo l'électricien. Ni quand on va nous pour on top on est 2 semaines on l'a travaillé. On l'a pour 2 semaines on l'a pour vidange et dans les 2 semaines on l'a vidange année. Déjà chaque matin il faut mettre au propre la carrosserie. Tu ouvres le capot avant de ton véhicule pour contrôler le niveau de l'huile à moteur. Parce que lorsqu'il y a insuffisance de l'huile à moteur, ça entraîne quoi? L'usure prématurée du moteur. Ensuite, il faut aussi vérifier le niveau de l'huile à frein, le niveau du liquide d'embrayage aussi, le niveau de l'huile hydraulique qui consiste à faire quoi? À lubrifier le volant. Il faut aussi entretenir le filtre à air. Après chaque 20 000 km, il faut changer un filtre à air. Après chaque 20 000 km, il faut changer le filtre à essence. Tout ça là, ça contribue au bon fonctionnement de ton moteur. Il faut vidanger le moteur. Normalement, pour vidanger un moteur, on tient compte du kilométrage parcouru. Mais nous constatons que dans la plupart des cas, les gens tiennent compte des semaines. Alors que tu peux conduire, ça dépend de tes courses. Tu peux conduire 2 jours, 3 jours et faire un nombre de kilomètres donné. Lorsque tu achètes l'huile à moteur au niveau de la station totale, c'est écrit sur la boîte 7000 km à parcourir avant de faire quoi? De vidanger. La durée de vie d'un pneumatique, ça dépendra de l'entretien. Notons qu'il existe une différence entre la révision et le contrôle technique. Contrairement à la révision, le contrôle ou la visite technique est une obligation légale qui se fait au Togo chaque 1 an, mais une révision régulière est conseillée. La révision permet également de pouvoir détecter et changer des pièces défectueuses, ce qui permettra de minimiser les risques de panne pouvant causer de dégâts en circulation.